Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va vous faire une communication qui est orientée côté sciences de l'information et de la communication, puisque Amélie et moi-même, nous sommes toutes les deux chercheuses en sciences de l'information et de la communication. Donc, c'est des choses qui répondent un peu aux problématiques qui ont été commencées d'être abordées ce matin, notamment dans la première communication. On a eu beaucoup d'écho avec ce qu'on va proposer, puisqu'on parle en fait des questions de communication pour les structures quand elles veulent s'engager sur de la communication autour du bien-être équin. Donc on va voir tout un ensemble de questions qui vont être abordées. Le projet de recherche, rapidement, dans lequel s'inscrit cette communication, c'est un projet de recherche qui s'appelle Equidisco, comme équitation, dispositif de communication. Et l'objectif de ce projet, c'est de voir un peu comment les structures équestres communiquent, et notamment l'impact aussi des médias et des réseaux sociaux dans la communication autour des enjeux du bien-être animal. On a voulu choisir un titre qui finalement est un petit peu compliqué à comprendre, mais on voulait expliquer pourquoi on avait choisi de parler de contexte contraint, dans le sens où on voulait évoquer le contexte contraint à la fois dans le côté cadrage sociétal de la question, donc il y a un cadrage sociétal de la question autour des enjeux de bien-être animal, mais aussi côté sciences de l'information et de la communication par rapport aux cadrages qui sont imposés par les dispositifs médiatiques dans lesquels les communications prennent place. Donc notamment sur la différence entre la communication dans les journaux, dans les médias classiques ou sur les réseaux sociaux numériques. Ce qu'on essaye d'évoquer aujourd'hui, c'est les risques qui sont importants quand on s'engage à communiquer sur les réseaux sociaux numériques, quand il y a des désalignements entre les pratiques de communication et les pratiques réelles de sport, de pratiques sportives, de détention des équidés, etc., de conditions de vie. Et pour essayer de parler de ce sujet-là, on s'est inspiré du guide du greenwashing qui a été réalisé par l'ADEME en se disant qu'il y avait des similitudes parfois dans les critiques qui étaient évoquées sur les réseaux sociaux entre les thématiques de greenwashing, donc la mobilisation de l'argument environnemental par des organisations de manière un petit peu critiquable, et la question de la mobilisation de la question du bien-être. Donc, on voulait, à travers cette communication, analyser un petit peu les dispositifs, les communications sur les réseaux sociaux qui avaient été très critiquées, qui avaient généré beaucoup de commentaires négatifs et beaucoup de réactions négatives, afin d'identifier les ressorts un petit peu rhétoriques et les choses qui ressortaient comme problématiques. Je ne suis pas super claire. Je passe la parole à Amélie. Donc, dans nos premiers résultats, on a regardé des exemples de posts sur les réseaux sociaux qui nous paraissaient assez emblématiques du mode de fonctionnement des différents types de communication qui peuvent relever de ce qu'on a identifié comme étant le welfare washing. Donc, l'exemple d'un post que vous voyez à l'écran, qui est un post de la FFE de mars 2019, on l'a choisi pour montrer justement les différents éléments qui permettent de mettre en évidence ces ressorts. Donc, juste pour préciser, qu'on soit bien clair, hein, l'objectif, c'est absolument pas de dire ce poste, voilà, c'est quelque chose qui a été mal fait ou quelque chose qui a été mal pensé ou autre. C'est un de ceux qui étaient vraiment représentatifs des différents éléments sur lesquels les critiques ont pu porter et de la manière dont les organisations peuvent du coup essayer d'y répondre. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une forte mobilisation des codes des réseaux sociaux numériques avec les différents hashtags, avec un titre, avec une image retouchée avec des éléments appuyés, qui avait sur le côté un certain nombre d'éléments de commentaires et de réponses avec les mentions j'aime, les mentions qui sont habituellement utilisées sur les réseaux sociaux numériques, qu'il y avait une mobilisation claire de l'argument bien-être pour servir l'image de l'organisation, donc au travers du hashtag « touche pas à ma moustache » notamment, et des éléments qui renvoient au fait de ce qui peut être fait sur les animaux ou pas pour justement relever de leur bien-être. Donc il y avait une volonté de l'organisation d'appuyer sur ces éléments-là, qui est des choses qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux numériques. Et tu complètes si j'oublie des éléments. Des réactions très importantes et dissonantes dans les commentaires par rapport à l'intention affichée, qui était donc une intention de montrer, encore une fois, la prise en compte du bien-être animal par la structure, et dans les commentaires, une forte dissonance avec énormément de commentaires extrêmement critiques, extrêmement négatifs, qui, du coup, comprenaient complètement à l'envers la communication qui était proposée par la structure.
et qui ont nécessité pour l'émetteur, donc en l'occurrence la FFE, l'obligation de répondre pour se justifier par rapport à leur choix de communication, leur choix d'image et leur choix de titre et d'éléments de langage associés à cette image pour expliquer quelle était leur posture réelle par rapport aux commentaires négatifs. Et donc, parmi les éléments qu'on a pu identifier comme étant un des ressorts rhétoriques qui apparaît de manière assez récurrente et qui est déjà utilisé par l'ADEME dans ses mises en garde par rapport aux pratiques de communication sur le greenwashing, il y a la question de la mobilisation de logos ou de labels ou de ressources qui sont internes à la structure. C'est-à-dire que dans les éléments qui étaient intégrés sur le poste et dans les éléments de réponse de la FFE, tout renvoyait uniquement sur ce poste-là à la FFE en elle-même. Donc la justification du discours ne se faisait que par rapport à la structure elle-même et pas par rapport à d'autres arguments qui auraient pu être choisis, qui auraient renvoyé à des structures externes, à des articles scientifiques, à d'autres, à l'IFCE par exemple, à d'autres structures. Et donc l'utilisation là de la qualité du label mentionné et de la production aussi du hashtag choisi, touche pas à ma moustache, renvoie à des éléments qui sont un petit peu ambigus et insuffisants pour permettre aux consommateurs, ou en l'occurrence là au grand public, de justement évaluer clairement le gain en termes de bien-être par rapport à l'animal. J'ai l'impression que je ne m'exprime pas très clairement. Pour revenir sur ça, en fait, on avait choisi ce poste-là et on essaye d'identifier des ressorts rhétoriques en disant qu'il faut que ça soit une vigilance pour les personnes quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, en fait. Donc il y a une forme de vigilance à avoir sur certaines choses et ici, une des premières choses du poste, c'était en fait le renvoi vers des labels auto-attribués ou vers des ressources qui étaient auto-rédigées. Et ensuite, l'obsolescence des liens vers la documentation, c'est aussi penser quand on publie des choses sur les réseaux sociaux ou sur Internet, que les liens peuvent être cassés et que du coup, derrière, on peut ne plus avoir accès à la documentation auquel on fait référence. Ensuite, un autre ressort rhétorique qu'on a identifié sur ce poste, mais qui en fait, c'est un travail qui s'appuie sur tout un ensemble d'analyses de postes et pas uniquement sur celui-là, c'est la question de la promesse excessive. La promesse excessive, c'est un élément clé aussi de l'ADEME quand elle parle de greenwashing. Et c'est le fait que le bénéfice est disproportionné par rapport à la communication qui en est faite. Donc là, en fait, c'était aussi un des éléments qui avait été critiqué sur l'article, sur le post sur les vibris, puisque en fait, il trouvait qu'il y avait beaucoup de commentaires qui signifiaient que la question des vibris était une question moins importante que d'autres questions que la fédération ne traitait pas ou ne mettait pas en avant, et donc il y avait tout un ensemble de critiques qui portaient sur ça. Et la question de la promesse excessive, c'est quelque chose aussi à se poser quand on va communiquer en ligne sur les réseaux sociaux pour éviter tous ces mécanismes de critique, de justification, de questionnement, etc. Donc en fait, là aussi, c'est des choses qui sont très applicables et transférables entre la question du greenwashing et la question de ce que nous, on qualifie de welfare washing. C'est éviter l'imprécision du vocabulaire utilisé, éviter la mobilisation excessive de l'argument du bien-être, avoir des preuves du bénéfice de l'animal qui soient suffisantes au regard des mesures qui sont prises et ne pas occulter le contexte particulier dans lequel l'action est efficace, et notamment là sur la question des vibris, il y avait eu derrière beaucoup de commentaires qui avaient déporté sur la question des conditions dans les compétitions de dressage globalement par rapport aux chevaux. Là, derrière, en fait, vous pouvez voir sur le PowerPoint qu'on a toute une... c'est un extrait d'un entretien, puisqu'on a aussi mené des entretiens avec des différentes structures et différentes personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux. Et en fait, voilà, là, c'est vraiment sur les vibris le caractère superficiel de la communication qui a été majoritairement reproché. L'autre ressort rhétorique qui est problématique, c'est sur les réseaux sociaux, c'est la faible prise en compte de la temporalité de l'action mise en place. Et il faut être vigilant quand on communique sur les réseaux sociaux sur le fait que souvent, on va avoir un effet retour de bâton sur « mais pourquoi ça n'a pas été fait avant ?»
Donc pourquoi en fait cette question, là en fait du coup la FFE communiquait sur l'interdiction en 2019 du fait de couper les vibrisses, et il y a eu toute une vague de commentaires sur mais ça aurait dû être fait avant, pourquoi est-ce que ça arrive si tard, ça veut dire que jusque là c'était autorisé, etc. Donc il faut aussi anticiper quand on communique le fait de parfois mettre en lumière finalement des pratiques qui perduraient auparavant. Il y a vraiment un ensemble d'effets pervers qui peuvent exister et qui peuvent être anticipés quand on a les éléments en tête. L'autre chose aussi qui est ressortie de l'analyse des réseaux sociaux et puis aussi beaucoup des entretiens qu'on a eus avec les personnes qui communiquent et qui réfléchissent à ces questions de communication, c'est la question du visuel et des photos qui sont mobilisées dans les communications en ligne, avec notamment le fait d'avoir des réflexions sur le choix des photos et des visuels que vous mettez en avant quand vous communiquez. Donc là, c'est plus le même post que j'ai choisi pour illustrer, c'est l'annonce du National des enseignants 2022. Et la photo représente un cheval qui est très enfermé, donc qui pourrait être derrière remobilisé, réinterprété et recritiqué sur les réseaux sociaux avec toutes les questions du LDR et de Rollcure qui sont aussi des choses sur lesquelles il y a plusieurs collectifs qui travaillent. Donc là aussi, ça veut dire que les structures doivent être vigilantes quand elles communiquent sur les réseaux sociaux, sur les types de visuels qu'elles mobilisent et s'attendre à ce que en fait, les maladresses ne soient pas forcément toujours pardonnées par les internautes en ligne. Donc, voilà. Tu veux faire... C'est ça qui faisait le cycle. C'est à moi ? Ouais. Si tu veux. Donc, ce qu'on a essayé de synthétiser un petit peu sur les différents éléments qui nous paraissaient vraiment intéressants à reprendre par rapport justement à la transposition du guide de l'ADEME sur le greenwashing, dans notre cas, donc au contenu et au point de vigilance par rapport au welfare washing. Il y a toute la question de comment on arrive à sensibiliser aux enjeux communicationnels autour du bien-être sans justement s'exposer trop à ces critiques de welfare washing. Donc, notamment avec un certain nombre de points, comme celui d'éviter certains processus rhétoriques très facilement et classiquement attaquables, comme la mobilisation de logos ou de labels, notamment autoréférencés, et donc facilement soumis à la critique des internautes. Pareil, il y a la mobilisation et l'utilisation de ressources documentaires construites exclusivement ou essentiellement en interne, donc avec toujours ces mêmes critiques de dire « bah oui, mais c'est facile, c'est vous qui le dites, donc votre justification, elle ne tient pas la route puisqu'elle ne renvoie qu'à vos propres productions ». Donc ça, c'est un point de vigilance important aussi. La question qu'on a vue juste avant des visuels non accordés au contenu ou des visuels qui risquent de transmettre un message autre que celui qui est souhaité. Et puis la question de la temporalité obsolète des actions et enfin de la promesse excessive de l'action présentée au regard des enjeux. Cette question de la promesse excessive, on y revient en dernier point parce que c'est vraiment, aussi bien dans le cas du greenwashing que du welfare washing, un des éléments qui est présenté comme étant le plus important et le plus exposable à la critique quand on communique sur ces questions-là. Et donc, enfin, vraiment, cette question de la réalité du besoin d'alignement entre les pratiques et la communication mise en place. Alors peut-être que notre formulation n'est pas très claire pour tout le monde sur cette question d'alignement entre les pratiques et la communication, mais c'est vraiment cette idée qu'il puisse y avoir une continuité et qu'il ne puisse pas y avoir de critiques qui portent justement sur un risque de rupture entre d'une part une communication qui serait très engagée en direction du bien-être animal et des pratiques qui risqueraient de laisser supposer une autre réalité. Ça, c'est un point qui nous paraissait absolument fondamental. Merci. C'est fini ? Oui.